Bien, eh bien, écoutez, voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième journée nationale des géosciences, dont l'année 2024-2025 est porteuse. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cet événement qui est un partenariat entre la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et le CNRS et l'Institut national des sciences de l'univers. Et dans ce cadre, nous proposons 3 journées destinées aux écoles, collèges et lycées du territoire national, un cycle de visioconférences qui porte le doux nom d'exploration et enjeux contemporains. Alors moi, j'ai le plaisir de vous présenter ce matin, pour ce début de matinée, Erwin Dehouck, qui est planétologue. Il est maître de conférence au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement. C'est le LGLTPE. Et qui se trouve donc, qui est abrité à l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est aussi l'école normale supérieure de Lyon, CNRS. Donc tu es un chercheur aussi au CNRS, Erwin, c'est bien ça? En fait, notre laboratoire a la triple affiliation Université Claude Bernard, ENS de Ok, Lyon et CNRS. ok, ok. Alors, Erwin est spécialiste de la composition et de la géologie de la planète Mars. Et il est membre des équipes scientifiques des rovers Curiosity et Perseverance de la NASA, dont il analyse les données afin de reconstituer l'évolution climatique et l'habitabilité passée de Mars. Et ce matin, Erwin va nous faire partir à la découverte de la géologie de la planète Mars. Voilà, Erwin, on te laisse, on va disparaître et on se retrouve tout à l'heure pour la série des questions. Donc, comme d'habitude, une demi-heure de déroulé et ensuite, on passera aux questions qui seront, je le sais déjà, bien nombreuses et on essaiera d'y répondre au maximum. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup Jean, merci à tous d'être là. Je ne peux pas vous voir, mais on a déjà entendu la liste de toutes les classes qui sont présentes, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde connecté. Donc, comme Jean l'a dit, donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Donc ça veut dire que je partage mon temps entre l'enseignement des géosciences et parallèlement, je mène des recherches en géologie. Alors, dans un domaine assez particulier de la géologie, qui est la planétologie. Et plus spécifiquement, moi, je m'intéresse donc à la géologie de la planète Mars. Et c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Alors, voilà, passage à la diapositive suivante. Donc, Mars, c'est un lieu un petit peu particulier pour faire de la géologie. Tout simplement parce que il n'y a jamais eu un seul géologue qui y a posé le pied. Donc, ça veut dire que par rapport à ce que font nos collègues qui étudient la géologie de la Terre, c'est un petit peu différent. Et en fait, on est obligé de faire de la géologie par l'intermédiaire de robots qu'on a posés à la surface de Mars. Donc c'est ce que vous voyez sur cette carte, hein, c'est une carte de la surface de Mars, on reconnaît sa couleur rouge, on reconnaît peut-être quelques éléments du relief martien. Ici, par exemple, vous avez le volcan Olympus Mons, qui est le plus grand volcan du système solaire. Et donc sur cette carte, vous avez l'emplacement des 10 robots qui se sont posés en un seul morceau à la surface de Mars. Alors je dis en un seul morceau parce qu'il y en a un certain nombre d'autres qu'on ne voit pas ici qui malheureusement se sont crashés. Mais donc c'est par l'intermédiaire de ces robots qu'on peut faire de la géologie à la surface de Mars sans se rendre soi-même là-bas. Alors, sur ces 10 robots, ils ne sont pas tous aujourd'hui en fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont été envoyés sur Mars il y a déjà plusieurs dizaines d'années pour certains d'entre eux, donc ils ont fonctionné pendant un certain temps, pendant quelques mois, quelques années, et ensuite ils ont cessé de fonctionner. Donc à l'heure actuelle, en fait, il y en a 2 qui sont en fonctionnement sur Mars. Vous avez ici le rover Curiosity, qui est dans un endroit qu'on appelle le cratère Gale, et vous avez ici le rover Perseverance qui est dans un autre cratère qu'on appelle le cratère G0, sur lequel je reviendrai après. Alors, à quoi il ressemble ce rover Perseverance? C'était la photo qu'il y avait sur ma diapositive de titre. Donc on voit hein, que c'est un véhicule, hein. On voit ici les roues, il y en a 6 au total. Et donc c'est une petite voiture en fait, et à vrai dire, ça a à peu près la taille et la masse d'une petite voiture.
Alors évidemment, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de siège passager, il n'y a pas de volant, etc. Mais c'est un petit véhicule roulant avec, on va voir des instruments scientifiques à bord. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est une photo qu'il a prise lui-même parce qu'il est équipé d'un bras robotique et sur ce bras robotique, il y a une caméra qui lui permet de prendre des photos et s'il tourne la caméra vers lui, eh ben, ça lui permet de prendre un selfie. Donc c'est vraiment un selfie là, de Persévérance que vous voyez. Ce qu'on voit aussi sur cette image, c'est que Persévérance, il n'est pas tout seul. Il y a ici un petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity, qui a fait le voyage avec lui jusqu'à Mars, et on en parlera un petit peu dans cette présentation assez brièvement. Alors, Persévérance, c'est vraiment un robot scientifique, donc on a des objectifs scientifiques associés à cette mission, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas envoyé sur Mars juste pour faire des belles photos, même s'il en fait beaucoup, mais vraiment, il y a des buts, des objectifs scientifiques. Et le premier d'entre eux, bah, c'est d'étudier la géologie de Mars. Donc on voit que on est en plein dans le sujet du jour, hein, puisque Persévérance, c'est vraiment un robot géologue. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'étudier le potentiel astrobiologique de Mars. Alors là, c'est des mots un petit peu compliqués. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Persévérance, il va essayer de trouver des indications pour savoir si Mars a pu être favorable à la vie dans le passé. Ça veut pas, donc ça veut pas dire qu'on cherche la vie directement, mais on cherche à savoir si la vie aurait pu se développer sur Mars. Le troisième objectif scientifique, c'est de récolter des échantillons pour les rapporter sur Terre plus tard avec une autre mission. C'est pas Persévérance qui va les ramener lui-même, mais il va les préparer pour une future mission. Et pourquoi est-ce qu'on veut rapporter des échantillons de Mars? Parce que, aussi sophistiqués que soient les robots qu'on envoie là-bas, on ne peut pas tout faire sur place, et donc on aimerait bien pouvoir avoir des échantillons, donc des cailloux de Mars, dans nos laboratoires pour pouvoir les analyser plus en détail. Et puis enfin, le quatrième objectif scientifique, c'est de préparer l'arrivée des humains sur Mars. Et ça, on en parlera un petit peu à la fin de la présentation. Est-ce que c'est envisageable d'envoyer des astronautes à la surface de Mars dans le futur? Alors, je vous l'ai dit, avec Persévérance, on va étudier la géologie de Mars, mais bien sûr, on ne va pas étudier la géologie de Mars entière. On va étudier la géologie de l'endroit où il a atterri sur Mars. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, le site d'atterrissage de Persévérance, il s'appelle le cratère G0. Alors il s'appelle comme ça parce que c'est un cratère, en l'occurrence c'est un cratère d'impact. Donc je vais expliquer rapidement ce que c'est un cratère d'impact. Donc un cratère d'impact, en fait, c'est un trou dans le sol qui a été formé par l'impact d'une météorite, alors d'une météorite assez grosse en l'occurrence ici. Donc vous avez une météorite qui arrive depuis l'espace et puis qui va entrer en collision avec la surface de Mars. Ça va faire une grosse explosion qui va envoyer des débris un petit peu partout. Et puis une fois que le calme est revenu, on va dire, eh bien on a dans le paysage, on a un trou comme ceci qui est le cratère d'impact. Alors des cratères d'impact, il y en a par exemple énormément sur la Lune, et il y en a aussi d'assez nombreux sur Mars. Et donc on a choisi un de ces cratères, qui s'appelle G0, pour y envoyer le rover Persévérance. Alors, ce cratère, pourquoi on l'a choisi? On l'a choisi entre autres parce que c'est un cratère très ancien. On pense qu'il s'est formé il y a environ 3,8 à 3,9 milliards d'années. Alors, c'est des très grands nombres et c'est pas forcément facile de se représenter ce que ça veut dire. Du coup, pour vous aider un petit peu, j'ai représenté ici deux frises du temps qui représentent l'histoire de la Terre, ici en bleu, et de Mars, ici en rouge. Donc, sur cette frise du temps, le présent, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, le moment où on se parle maintenant, est situé tout à droite de la frise, donc aujourd'hui se situe sur le bord ici de mes rectangles. Et puis quand on va vers la gauche ici de ma frise, eh bien on remonte dans le temps, donc on a ici 500 millions d'années dans le passé, 1 milliard d'années, etc., jusqu'à 4 milliards d'années ici. Alors, pour vous aider peut-être à avoir un petit point de repère, vous avez sans doute entendu parler des dinosaures et vous avez sans doute entendu parler de la disparition des dinosaures. Et vous savez, on dit toujours que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Donc 65 millions d'années, ça paraît très très loin dans le passé.
Et pourtant, si on représente 65 millions d'années sur ma frise du temps ici, eh bien on voit qu'en fait c'est un petit peu détaché du bord droit de ma figure, mais vraiment pas beaucoup. En fait, 65 millions d'années, à l'échelle des temps géologiques, finalement, c'était il n'y a pas si longtemps. En fait, si on remonte encore plus dans le temps, évidemment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la Terre ici, mais on peut remonter à des événements importants, comme par exemple le moment où l'atmosphère s'est enrichie en oxygène, où il y a de l'oxygène qui a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Donc ça, c'était il y a à peu près 2,5 milliards d'années dans le passé. Donc si vous voyagez dans le temps de plus de 2,5 milliards d'années dans le passé, eh ben, il faudra penser à prendre de l'oxygène avec vous parce qu'il n'y en avait pas dans l'atmosphère à ce moment-là. Et on voit que la formation de notre cratère martien, de notre cratère G0, elle est encore plus ancienne que ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle correspond, cette période, elle correspond à celle où on trouve les plus anciennes traces de vie sur Terre. Et donc, le fait que ça se passe à peu près au même moment, bah, c'est intéressant parce que ça pose la question, est-ce que pendant que la vie était en train de se développer sur Terre, est-ce qu'elle a pu également commencer à se développer sur Mars? Donc voilà une des raisons pour lesquelles on a choisi ce cratère G0. Alors, vous allez me dire à quoi il ressemble ce cratère? Eh bien, le voici. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est une image un petit peu particulière avec des couleurs qui ne correspondent pas à ce qu'on verrait à l'œil nu. En fait, c'est des couleurs qu'on utilise, nous les scientifiques, pour mettre en évidence le relief, donc ce qui est des bosses et ce qui est des creux. Donc toutes les couleurs bleues que vous voyez par exemple ici au milieu, eh bien, ça correspond à des altitudes basses, donc à un creux, et toutes les couleurs plutôt vertes et jaunes, par exemple comme ici, eh bien, ça correspond à des altitudes élevées, donc plutôt à des montagnes. Et donc ce qu'on voit ici, c'est la forme circulaire que vous voyez là, eh bien, c'est la forme du cratère. Et c'est un cratère qui fait à peu près 50 km de diamètre, donc c'est à peu près à la distance entre Marseille et Toulon, il me semble. Et donc voilà à quoi ressemble ce cratère. Et pourquoi il est intéressant, au-delà de son âge que j'ai déjà mentionné, eh bien c'est qu'on voit aussi sur cette image, on voit qu'il y a une vallée qui rentre dans le cratère, vous voyez. Donc ici, on a des montagnes qui correspondent à ce qu'on appelle le rempart du cratère, ce sont les montagnes qui entourent le cratère, et on voit que ces montagnes, elles ont été érodées par une vallée qui rentrait dans le cratère. Alors, cette vallée, aujourd'hui, elle est asséchée, mais ça veut dire que dans le passé, il y avait de l'eau qui coulait dans cette vallée, et ce qu'on voit également à ce niveau ici, c'est que cette vallée, elle a déposé de la boue, du sable, et ça a formé ce qu'on appelle un delta, c'est-à-dire une accumulation de boue et de sable à l'embouchure d'une vallée. Donc c'est des choses qu'on retrouve par exemple sur Terre. Ça c'est le delta du Mississippi, vous savez, c'est ce grand fleuve aux États-Unis. Eh bien, ça c'est le delta du Mississippi. Et vous voyez qu'on retrouve une forme qui est assez similaire. Et donc ça, c'est un indice supplémentaire qu'il y avait de l'eau dans cette rivière et également de l'eau dans le cratère qui a pu former un lac. Donc vous voyez que c'est un endroit très très intéressant pour aller faire de la géologie. Et donc on y a envoyé le rover Perseverance. Alors je vais rapidement vous raconter l'histoire de la mission, je vais essayer d'aller assez vite. Donc évidemment, il a fallu d'abord partir de la Terre. Donc on a commencé par le décollage à bord d'une fusée le 30 juillet 2020. Et puis ensuite, on a fait le trajet jusqu'à Mars. Alors, le trajet jusqu'à Mars, il a pris 6 mois et demi. Il y a une petite faute d'orthographe ici. Pourquoi ça prend autant de temps? Parce que, en fait, dans le système solaire, c'est pas comme quand vous allez de chez vous à l'école, vous marchez pas en ligne droite. Enfin, vous marchez en ligne droite, mais les fusées, elles vont pas en ligne droite. En fait, on fait des arcs de cercle, comme ceci, et donc, ça fait des trajets très longs. Donc, en l'occurrence, Persévérance, il a dû faire 470 millions de kilomètres pour aller de la Terre, qui est ici, à Mars, qui est là. 470 millions de kilomètres, ça ne se fait pas en 2 jours, donc il a fallu attendre 6 mois et demi pour qu'il arrive sur Mars. Alors, l'atterrissage a eu lieu en février 2021, donc ça c'est une image prise par Persévérance pendant qu'il était sous son parachute, donc en train de descendre dans l'atmosphère de Mars, et ce qu'on voit ici, on retrouve la forme circulaire du cratère G0, donc là on a vraiment une vue aérienne du cratère G0 pendant l'atterrissage de Persévérance.
Alors, pour se poser à la surface, c'est assez compliqué de se poser sur Mars parce que l'atmosphère n'est pas très dense, donc il faut utiliser plusieurs méthodes de freinage. On a d'abord ici un bouclier thermique qui permet de ralentir dans la haute atmosphère. Ensuite, on va déployer un parachute. Et puis, à la fin de la descente, on va utiliser des rétrofusées. Et pour cette mission, la NASA a utilisé une technique d'atterrissage assez particulière qu'ils appellent la grue volante. En fait, vous avez un système de rétrofusée ici qui va venir se suspendre à quelques mètres au-dessus de la surface, et le rover va descendre, va être déposé directement sur ses roues, le long de câbles qu'on voit ici. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a des images de ce moment fatidique où le rover s'est posé à la surface de Mars. Donc je vais vous montrer la vidéo à la diapositive suivante. Donc je ne sais pas si, Jean, tu peux prendre la main pour montrer la vidéo. Ça arrive, voilà. Voilà, donc ça, ce sont des véritables images de l'atterrissage de Persévérance. Donc au début, on ne voit pas grand-chose. Et là, voilà, on voit le rover qui descend. Donc on voit les câbles qui sont un petit peu secoués dans tous les sens. On reconnaît les roues du rover. Et puis vous voyez qu'autour, il y a toute cette poussière qui vole dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de poussière à la surface de Mars. Et les rétrofusées, en fait, envoient cette poussière un petit peu dans tous les sens. Donc on a l'impression que c'est un petit peu le bazar. Mais en réalité, ça s'est très bien passé. Et le rover s'est posé en douceur à la surface de Mars, et il a pu ensuite commencer sa mission. Alors où est-ce qu'il s'est posé? Il s'est posé, donc je vous ai déjà montré cette image où on retrouve donc ici le delta, hop, si je reprends le crayon, voilà, le delta du cratère qui est ici. On retrouve ici le rempart et la vallée qui l'a érodé. Et donc, en fait, Persévérance s'est posé dans le fond du cratère, ici, et c'est de là qu'il a commencé sa mission. Et c'est pas très loin de là qu'il a pris la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, une fois qu'il était posé sur Mars, il fallait commencer la mission. Et évidemment, il a fallu commencer à rouler. C'est l'intérêt d'avoir un véhicule, c'est que ça va permettre de se déplacer et d'aller analyser les roches un petit peu partout dans le cratère. Donc vous vous demandez peut-être comment est-ce que Persévérance est pilotée. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout comme sur cette image, c'est pas du tout comme une voiture téléguidée. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi c'est plus compliqué que ça? D'abord parce que Persévérance est très loin, hein, je vous ai montré la grande distance qu'il a fallu parcourir entre la Terre et Mars. Donc ça veut dire que les ondes radio qu'on utilise pour communiquer avec Persévérance mettent du temps à arriver, donc on ne peut pas le piloter en direct. Ce qu'on fait pour le piloter, c'est un processus un petit peu plus compliqué qui ressemble à ça. Donc en fait, chaque jour, nous les scientifiques, on se réunit avec des ingénieurs qui sont au JPL, c'est un laboratoire de la NASA aux États-Unis, et également avec des ingénieurs du CNES, qui est l'Agence spatiale française, et on va construire ensemble ce qu'on appelle un plan d'activité pour Persévérance. Un plan d'activité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme un emploi du temps. C'est comme l'emploi du temps que vous avez quand vous allez à l'école. Et donc, on va établir ce que Persévérance va faire le lendemain. Donc, par exemple, on va lui dire, de telle heure à telle heure, tu vas prendre en photo telle roche, ou tu vas faire une analyse de telle autre roche, etc. Et comme ça, on va lui construire son agenda pour la journée du lendemain. Une fois que l'emploi du temps est prêt, le plan d'activité est prêt, on l'envoie. Donc on l'envoie avec des grandes antennes de la NASA qui vont les transmettre par radio à Persévérance, qui va donc recevoir ça sur Mars le matin, quand il se réveille, et puis ensuite, il va exécuter le plan qu'on lui a demandé. Donc c'est un petit peu comme vous, quand voilà, vous avez votre emploi du temps, pendant la journée, vous allez suivre votre emploi du temps pour aller d'une classe à l'autre. Et Persévérance, c'est un petit peu la même chose. Et puis à la fin de la journée, il va nous envoyer les résultats de ses observations. Donc un petit peu comme quand vous rendez vos devoirs, là, Persévérance, il rend ses devoirs le soir, et puis il va envoyer ça sur Terre, toujours avec les grandes antennes que j'ai mentionnées. Et puis donc nous, on va recevoir ça le lendemain, et à partir de là, on va pouvoir construire un nouveau plan d'activité pour la journée suivante. Donc vous voyez, c'est un cycle qui se répète chaque jour, et on fait ça depuis maintenant presque 3 ans pour Persévérance. Alors,
Une des choses qu'on a fait aussi assez rapidement quand le rover est arrivé, c'est qu'on a déployé le petit hélicoptère Ingenuity dont je vous ai parlé. Donc là, il y a aussi une petite vidéo qui va vous le montrer en vol. Et donc voilà, ici, il est en bas de l'image, hein. Pour l'instant, il est statique, et vous voyez que ces pales là vont se mettre à tourner, et puis on va le voir décoller de la surface de Mars dans quelques secondes. Voilà. Et c'était vraiment un événement quasi historique, j'ai envie de dire, en tout cas dans le domaine de l'exploration spatiale, parce que c'était la première fois qu'on faisait voler un hélicoptère à la surface de Mars. Il faut savoir que l'atmosphère de Mars est quand même très peu dense, donc c'est très très difficile d'y voler, parce que il faut faire tourner les hélices beaucoup plus vite que sur Terre. Et donc ce petit vol d'essai montrait en tout cas que c'était possible, et on voyait que le vol était très stable, hein. Donc ça a très très bien fonctionné. Et Ingenuity a continué à suivre Perseverance, hein, pendant plusieurs mois. Alors aujourd'hui il ne fonctionne plus, mais il a fonctionné pendant très très longtemps, et il a fait un total de 72 vols sur Mars. Donc c'est quand même assez impressionnant, et ça ouvre la voie à des futures missions qui peut-être emploieront non pas des robots roulants comme Perseverance, mais peut-être des robots volants comme Ingenuity. Alors on va revenir quand même sur Perseverance, c'est quand même l'élément principal de cette mission. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Perseverance c'est un robot géologue. Donc comme un vrai géologue, il a un certain nombre d'outils avec lui. Et ces outils, c'est ce qu'on appelle, nous, des instruments scientifiques. Donc c'est ça qu'on voit sur cette image. Alors je ne vais pas tous les décrire, hein, parce que on n'a pas le temps, mais je peux par exemple vous parler ici donc ici vous avez ce qu'on appelle le mât du rover, c'est sa tête en quelque sorte, et vous avez par exemple deux appareils photographiques qu'on appelle les Mastcam, qui sont un petit peu les yeux du rover. Donc c'est ça qui nous permet de prendre des photographies très détaillées des roches autour de Persévérance pour pouvoir comprendre comment elles se sont formées. Mais faire des images, c'est souvent pas suffisant pour comprendre ce que c'est une roche. Donc on a d'autres instruments également, et moi je fais partie de l'équipe scientifique d'un instrument qu'on appelle SuperCam, qui est en fait la boîte blanche qui est au-dessus des deux appareils photo que je viens de vous montrer. Alors SuperCam, comment ça marche? On voit sur cette... Alors ça, c'est pas une vraie photo, hein, c'est une vue d'artiste, mais ça vous illustre comment ça fonctionne SuperCam. Donc c'est un instrument qui contient, dans la boîte blanche ici, vous avez un laser, et ce laser, on va l'utiliser pour tirer sur les roches qui sont situées à quelques mètres autour du rover. Et quand le laser va atteindre la roche, alors c'est un laser assez puissant, hein, et quand il touche la roche, eh bien, il va faire une petite étincelle. Vous voyez, c'est ce qui est illustré ici. Alors ça, c'est une photo prise en laboratoire. Ça fait une étincelle, vous voyez l'échelle, hein, c'est écrit 3 mm, donc c'est une petite étincelle, mais qui est quand même assez lumineuse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la lumière de cette étincelle, et en analysant en détail la lumière de cette étincelle, eh bien, on va pouvoir comprendre la composition de la roche. Et à partir de la composition de la roche, eh bien, on va pouvoir comprendre l'histoire de cette roche, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle s'est formée. Est-ce que par exemple c'est une roche qui s'est formée à partir d'un volcan, ou est-ce que c'est une roche qui s'est formée au fond d'une rivière? Et donc ça, évidemment, ça va nous permettre de comprendre l'histoire géologique du cratère G0, de savoir voilà, quelles ont été les conditions au fur et à mesure du temps, et si ces conditions ont été favorables ou non à l'apparition de la vie. Alors ça, c'est une petite image pour vous illustrer le résultat, hein, d'une analyse SuperCam. Donc ça, cette fois, c'est une vraie photo prise par Persévérance à la surface de Mars. Donc vous avez l'échelle en bas, hein, donc c'est 5 mm ici, donc c'est une image très très zoomée. Et ce que vous voyez ici, eh bien, ces petits trous là, eh bien, ce sont les trous faits par le laser de SuperCam. C'est voilà, un petit peu les stigmates de l'analyse SuperCam d'une roche. Donc on laisse des petites traces quand on fait des analyses avec SuperCam, on fait des petits trous à la surface de Mars. Et puis ce que vous voyez aussi, c'est que ce laser, il est bien pratique parce qu'il permet de dégager la poussière. Il y a beaucoup de poussière sur Mars, comme vous l'avez vu sur la vidéo tout à l'heure. Et donc quand on fait une analyse SuperCam, on dégage cette poussière, ça permet aussi de mieux voir la roche. Alors, je vais parler de quelques résultats scientifiques. Alors, je vais évidemment pas vous pouvoir
parler de tout ce qu'a découvert Persévérance, je vais juste vous donner un exemple de découverte. Et c'est également une découverte qui a été permise par l'instrument SuperCam. En fait, peu après l'atterrissage, on a pris cette image que vous voyez en haut de la diapositive avec l'instrument SuperCam qui montre une petite colline qui était située à environ 2 km du rover. Et sur cette image, vous voyez on voit que les roches ici forment des couches successives qui sont horizontales dans la partie supérieure, et puis si on regarde en dessous, elles deviennent d'un coup, elles deviennent obliques, comme ceci. Et donc, en analysant en détail ces images, eh bien, on a pu déterminer, donc, dans l'équipe scientifique, que en fait, ce passage de couches horizontales à des couches obliques, eh bien, ça indiquait le niveau du lac, le niveau d'eau dans le lac G0 au moment de la formation de ces roches. Et on a même pu reconstituer ce que ça donnait à l'échelle de tout le cratère. Donc, quand on reporte le niveau d'eau qui a été identifié, eh bien voilà ce que ça donne. Donc, c'est en utilisant ici le relief actuel, hein, mais voilà ce que ça donnerait. Donc, un lac qui remplirait presque tout le cratère, mais pas complètement. C'est-à-dire que le cratère, à ce moment-là, le lac ne débordait pas du cratère. Donc, on avait ce qu'on appelle un lac fermé. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous indique, encore une fois, quelles étaient les conditions environnementales qui régnaient dans le cratère il y a 3,8 milliards d'années. Donc avec ce lac qui occupait l'essentiel du cratère. Alors, je l'ai dit, un des objectifs aussi, c'est de collecter des échantillons. Donc, on s'est rapidement mis au travail sur cet aspect-là aussi. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est la première roche qu'on a choisie pour échantillonner le cratère G0, pour prélever un échantillon. Donc, c'est cette roche qui est ici. Vous avez, on voit sur la gauche ici, une des roues du rover. Et sur l'image suivante, on voit le résultat du forage. Hein. Donc, il y a un petit trou ici qui est la trace de l'échantillon qu'on a pris. Donc c'est des échantillons assez petits, hein. Le trou ici il fait la taille d'une pièce de monnaie, hein, donc c'est pas très très grand. Alors cet échantillon il a été placé dans un tube qui ressemble à ça, donc ça c'est une photo prise sur Terre bien sûr, puisqu'on voit la main d'un ingénieur qui manipule le tube, mais c'est pour vous donner une idée de la taille de ces tubes, hein. Ils sont pas très très gros. Et c'est dans ces tubes que sont placés les échantillons, et c'est dans ces tubes qui seront rapportés sur Terre. Donc ils sont bien protégés. Une fois prélevés, les échantillons, ils sont bien protégés à l'intérieur de ces tubes. Alors depuis ce premier échantillonnage, on en a effectué beaucoup d'autres. Donc ce que vous voyez ici, c'est la route suivie par Persévérance depuis son atterrissage. Donc vous voyez qu'on a fait tout un travail dans le fond du cratère, et puis ensuite on a exploré ce que j'ai appelé tout à l'heure le delta. Et puis maintenant, on est en train, on est passé par la vallée que je vous ai montré tout à l'heure, et puis maintenant, on est en train d'explorer le rempart du cratère. Et vous voyez, tous les endroits où il y a un point rouge le long de la route du rover, c'est là où on a prélevé des échantillons. Donc vous voyez qu'on en a 25 maintenant qui sont prêts à être apportés sur Terre. Alors, ils ne vont pas être rapportés sur Terre tout de suite, hein, je vous l'ai dit, c'est pas Persévérance qui va rapporter ces échantillons, c'est une future mission qui va venir plus tard les récupérer et les rapporter sur Terre. Donc c'est prévu pour la décennie 2030, donc vous voyez, c'est pas encore pour tout de suite, et donc il y aura une future mission qui va venir se poser sur Mars avec une petite fusée dans laquelle on placera les échantillons, qui redécollera de la surface de Mars, ira en orbite autour de Mars, et les échantillons seront récupérés par un autre robot qui sera chargé, lui, de faire le voyage retour vers la Terre. Donc c'est la première fois en fait qu'on va faire le voyage retour depuis Mars, hein. Jusqu'à présent, on a envoyé des robots là-bas, mais on n'a jamais fait le voyage retour. Alors, ça m'amène à la dernière partie de cette présentation, hein, puisque si on parle de voyage retour vers Mars, en fait, un voyage retour, c'est une étape indispensable si on pense à envoyer des astronautes à la surface de Mars. Bien sûr, on ne va pas faire un aller simple. Donc, il est important de savoir faire le voyage retour aussi si on envoie un jour des astronautes. Alors justement, vous posez peut-être la question, finalement, à quand les premiers astronautes sur Mars? Quand est-ce qu'on va passer à l'étape suivante et pas envoyer seulement des robots sur Mars? Alors il faut savoir déjà que envoyer des astronautes sur Mars, ça fait longtemps qu'on en parle, et quand je dis que ça fait longtemps qu'on en parle, en fait l'image que je vous montre sur cette diapositive, je l'ai trouvée sur Internet, et elle date de 1993.
Donc, vous n'étiez pas né, et même moi, j'étais assez petit. Donc, vous voyez que ça date pas d'hier. Donc, ça fait très très longtemps qu'on y réfléchit, à envoyer des astronautes sur Mars. Ça fait aussi longtemps qu'on s'y prépare. Vous savez sans doute qu'autour de la Terre, il y a un laboratoire qu'on appelle la Station spatiale internationale. Et depuis l'an 2000, on a des astronautes qui se succèdent à bord de la Station spatiale internationale et qui donc s'entraînent à faire des missions dans l'espace de longue durée. Et puis on a également des gens qui s'entraînent au voyage vers Mars sur Terre, avec notamment des missions dans le désert, hein, où les gens se placent dans des conditions. Alors évidemment, ils sont sur Terre, mais ils font exactement comme s'ils étaient sur Mars. Donc c'est-à-dire que quand ils sortent de leur habitat, par exemple, ils doivent prendre de l'oxygène, etc. Donc on se prépare à ce voyage vers Mars, même si on l'a encore jamais fait. Le problème, c'est que c'est quand même très compliqué d'aller sur Mars, et surtout ça coûte très cher. Pourquoi ça coûte très cher? Parce que si on reprend par exemple les missions Apollo, qui sont donc les missions qui ont envoyé des astronautes sur la Lune dans les années 60 et 70, eh bien c'était des missions assez complexes, hein, comme on le voit sur cette illustration, on voit qu'il y a beaucoup d'étapes, mais finalement la Lune était suffisamment proche pour pouvoir tout faire avec une seule fusée. Alors c'était une grosse fusée, hein, mais il fallait une seule fusée, on pouvait tout faire avec ça. On estime que pour faire une mission vers Mars, eh bien, il faudra au moins 6 fusées. Donc ça veut dire que ça coûtera au moins 6 fois plus cher. D'accord? Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce qu'il faut autant de fusées pour envoyer une mission vers Mars? Parce qu'il faut tout emmener avec nous. Il n'y a pas grand-chose sur Mars. Il faut emmener de l'eau, de la nourriture, il faut emmener de l'oxygène, etc. Et tout ça, ça prend de la place et ça prend également du poids. Donc il faut plusieurs fusées pour envoyer tout ça sur Mars. Alors, il y a des gens qui réfléchissent, hein, comment est-ce qu'on pourrait simplifier un petit peu les choses, et comment est-ce qu'on pourrait réduire le poids de ce qu'il faut emporter. Une des manières de réduire le poids, ce serait, plutôt que d'emporter tout avec nous, d'utiliser des choses qui sont sur place. Donc par exemple, on sait qu'il y a de la glace sur Mars, il y a de la glace d'eau. Donc ça, c'est une image prise par le robot Phoenix il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années, qui avait creusé le sol martien avec une petite pelle, et vous voyez que juste sous la surface, il avait trouvé de la glace. Donc ça veut dire qu'on pourrait extraire cette glace du sol de Mars et bien sûr la faire fondre pour avoir de l'eau, qui pourrait nous servir pour arroser des plantes, etc. Une autre manière d'économiser du poids, ce serait de produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Et ça, on a pu montrer avec le rover Perseverance que c'était possible, puisque à bord de Perseverance, vous avez cet appareil qui s'appelle MOXIE, ici, qui a fabriqué de l'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars. Alors c'était pour démontrer que c'était possible, hein. C'était pas pour Persévérance, lui il n'a pas besoin d'oxygène, mais c'était pour préparer justement l'arrivée future d'astronautes. On a mis un appareil pour s'assurer qu'on était capable de fabriquer de l'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars. Et puis une autre piste qui explorait, c'est comme il faut envoyer plusieurs fusées pour aller vers Mars et que ça coûte cher, eh bien une des manières de faciliter le voyage sur Mars, ce serait de diminuer le prix des fusées. Et donc une des pistes qui est explorée depuis quelques années également, c'est de réutiliser les fusées. Jusqu'à il y a quelques années, quand on envoyait une fusée dans l'espace, on la lançait et on s'en servait une seule fois. Et aujourd'hui, il y a des gens donc, qui essayent de récupérer ces fusées pour pouvoir les réutiliser et donc baisser le coût d'un lancement. Donc ce que vous voyez sur cette photo, c'est pas des fusées qui décollent, c'est des fusées qui sont en fait en train d'atterrir. Et une fois qu'elles ont atterri, on peut les recharger en carburant et les réutiliser. Donc ça coûte moins cher. Alors malgré tout, hein, c'est pas encore pour demain le voyage vers Mars. Et on verra bien si ça se produit dans quelques décennies. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je suis comme vous, j'attends de voir si ça va se faire ou pas. Alors pour conclure cette présentation, parce que j'ai déjà dépassé un peu mon temps, déjà je voulais vous montrer que les observations du robot Perseverance confirment qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, il y a très longtemps dans le passé, mais quand même, et donc qu'il y a pu avoir des conditions favorables à la vie sur Mars, donc ça c'est très intéressant. Et au niveau donc de l'exploration par des humains,
c'est quelque chose qui serait évidemment très intéressant pour la science, hein, ça permettrait de faire encore plus avancer nos connaissances, mais comme on l'a vu, c'est quand même un grand défi technologique et on n'est pas encore sûr de pouvoir le résoudre. Et puis, quand même, ce qu'il faut noter, hein, c'est que même si ce serait intéressant d'envoyer des astronautes pour des missions de courte durée, s'installer définitivement sur Mars, à titre personnel, ça me paraît assez peu réaliste, parce que Mars, c'est quand même aujourd'hui, c'est quand même un désert, et donc les conditions de vie, y seraient très difficiles. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux prendre soin de notre planète, de la Terre, plutôt que d'essayer d'aller s'installer sur Mars, qui est une planète certes géologiquement intéressante, mais qui n'est pas vraiment faite pour que les humains habitent là-bas. Et je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Erwin hein, pour cette promenade interplanétaire. Alors, on va pas faire de pause parce que de toute façon, il y a une multitude de questions, donc on va tout de suite attaquer. On attaque. Alors, voilà. Alors, Erwin, on va commencer par parler de la planète elle-même. Alors, il y a une question très générale, initiale. On a une idée de la façon dont cette planète s'est créée? La planète Mars, elle s'est créée, elle s'est formée de manière assez similaire à la Terre. En fait, c'est l'agglomération d'objets plus petits qu'on appelle des planétésimaux, mais qui ressemblent à des astéroïdes en fait, et qui se sont agglomérés jusqu'à former une planète. La grosse différence, c'est que Mars est quand même assez nettement plus petite. Donc c'est l'agglomération d'un nombre plus faible de planétésimaux. Et donc aujourd'hui, Mars, elle est quand même 10 fois moins massive que la Terre. Ce qui est une des raisons pour lesquelles elle a une atmosphère assez peu dense, parce que sa gravité est plus faible. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions sur la nature du sol, du sable. Pourquoi il est orange? Pourquoi il y a autant de roches, de rochers qui affleurent? Comment s'est créé le sable? Bon, bref, tu vois, il faut éclaircir ces points-là. Ouais, alors pourquoi il y a autant de roches? En fait, bah, parce que il y en a déjà parce qu'il n'y a pas d'océan, donc toute la surface de Mars est un continent en quelque sorte. Et en plus, bah, il n'y a pas de végétation, donc en fait toute la surface est recouverte de roches. Ensuite, comment le sable s'est formé? Bah, en fait, il s'est formé parce que il y a quand même une atmosphère sur Mars, hein, même si elle n'est pas très dense, elle est bien là. Et donc, ça veut dire qu'il y a du vent, et donc ça veut dire qu'il y a de l'érosion depuis 4 milliards d'années. Et donc les roches eh bien, s'usent en quelque sorte et se fragmentent en petits morceaux, et c'est ça qui génère le sable. Donc c'est vrai qu'à la surface de Mars, on a un mélange de roches, on va dire, intactes et débris de roches, qui sont donc ces morceaux de sable et ces poussières aussi. Il y a beaucoup de poussière sur Mars. Et puis la dernière question, c'était sur la couleur orange. Oui, oui. Alors ça, c'est vrai que c'est une caractéristique très intéressante de Mars. Bah, en fait, c'est lié. En fait, il y a deux choses. C'est que les roches martiennes sont assez riches en fer par rapport à celles de la Terre. Et en fait, ce fer s'est partiellement oxydé. Donc, en fait, c'est exactement le processus de la rouille. En fait, si vous laissez une barre de fer non peinte à l'extérieur sur Terre, et elle va finir par rouiller. Et bien c'est la même chose qui s'est produit sur Mars, sur une plus longue échelle de temps, hein, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de pluie, etc. sur Mars, mais il y a eu suffisamment d'eau et d'oxygène sur Mars quand même pour oxyder ce fer, et c'est ça qui donne cette couleur caractéristique à la planète. Est-ce qu'il reste néanmoins un peu d'atmosphère sur la planète? Oui, il reste une atmosphère, alors qui est pas respirable parce qu'elle est constituée de CO2, et en plus elle est très peu, la pression atmosphérique est très faible, mais elle est suffisante, par exemple, quand on envoie un robot comme Persévérance pour accrocher un parachute qui ralentit le robot. Et, par exemple, sur la Lune, un parachute, ça servira à rien puisqu'il n'y a pas du tout d'atmosphère. Donc là, il y a quand même une atmosphère suffisante pour ralentir avec un parachute. La gravité, on parlait d'une planète beaucoup moins massive que la Terre. On a une idée. Alors, il faut expliquer ce que c'est que la gravité
Je pense pour les Alors, élèves. ouais, alors la gravité, c'est en fait, c'est ce qui nous maintient au sol, hein. C'est la force d'attraction qui fait que, bah, quand on fait un bond, et ben, on retombe plutôt que de partir dans l'espace. La gravité sur Mars, elle est plus faible que sur Terre. En fait, elle est à peu près 3 fois plus faible que sur Terre, mais elle est quand même 2 fois plus forte que sur la Lune. Donc si vous avez vu des images des astronautes qui font des grands bonds sur la Lune parce que la gravité est très faible, bah, faut vous dire que la gravité de Mars, elle est quand même elle est intermédiaire entre ça et la gravité qu'on a sur Terre. On a vu qu'il y avait des cratères. Il y a beaucoup de cratères sur Mars, question. Et puis, comment ils se sont créés? Enfin, ce sont des collisions. Et une troisième question, hein, je te les donne en gerbe, hein, il y en a tellement que. Et pourquoi G0? C'est quoi, pourquoi choisir ce nom pour ce cratère? Ouais, alors d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de cratères sur Mars? Oui, il y en a beaucoup. Euh, En fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme pour la gravité, c'est un peu intermédiaire entre la Terre où il y a très très peu de cratères d'impact et la Lune où il y en a partout. En fait, sur Mars, il y en a quand même beaucoup, mais il y en a moins que sur la Lune parce que comme on a justement cette atmosphère, et puis comme on l'a vu, il y a eu dans le passé, il y a eu de l'eau liquide, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu des rivières, il y a eu de la pluie, etc. Donc il y a une partie de ces cratères qui a été effacée. Donc il y a quand même moins de cratères que sur la Lune, mais il y en a quand même beaucoup. Et ce sont des cratères qui, pour la plupart, se sont formés, comme j'ai montré dans l'exposé, hein, par des impacts de météorites. Et des impacts de toutes les tailles. Il y a des impacts très petits, hein, il y a des cratères qui font juste quelques mètres de diamètre, et puis il y a des impacts géants avec des bassins d'impact qui font des centaines de kilomètres de diamètre. Alors sur la question du nom, c'est une très bonne question. En fait, si je ne me trompe pas, c'est le nom d'une ville euh, alors je vais dire en ex-Yougoslavie, comme ça j'aurai moins de chances de me tromper. Je crois que c'est une ville de Bosnie. Voilà. En fait, il y a des règles en fait pour nommer les lieux, les cratères sur les autres planètes. Et pour Mars, en fait, pour les cratères en tout cas de cette catégorie de taille, on donne des noms de villes sur Terre. Alors pourquoi cette ville-là en particulier a été choisie, je n'ai pas l'historique, mais voilà, d'où vient l'origine du nom. Ok. Donc vous pouvez le Ok. chercher sur Internet, vous trouverez sans doute une ville qui s'appelle comme ça. Et alors, tu viens d'évoquer la présence de l'eau. On a des explications sur cette présence? Alors sur la présence, oui, en fait, bah, comme je disais tout à l'heure, Mars et la Terre se sont formés finalement de manière assez similaire. Et on sait que parmi les briques qui ont formé les planètes comme la Terre et Mars, eh bien, il y avait des objets qui contenaient de l'eau. Alors on ne sait pas bien si ce sont des comètes, si ce sont des astéroïdes riches en eau, ou un peu les deux. On ne connaît pas encore bien les ingrédients exactement qui ont formé les planètes, mais on sait que, en tout cas, certains de ces ingrédients contenaient de l'eau. Et donc, il y a eu de l'eau qui a été apportée sur Mars, comme il y a eu de l'eau qui a été apportée sur la Terre. La différence, c'est que Mars, elle a ensuite progressivement perdu cette eau parce que son atmosphère en particulier s'est en partie échappée dans l'espace. C'est un processus un peu particulier, mais voilà. En fait, Mars n'a pas de champ magnétique qui protège son atmosphère et donc et l'eau est en particulier sujette à ce processus. Et donc on pense qu'elle a perdu son eau au fur et à mesure du temps, alors que la Terre, elle, la garde. Et sur une image, on a vu là le pied du robot. C'est de la glace d'eau qu'on aperçoit là, qui est blanche. Sur l'image que j'ai montrée vers la fin, oui, c'était de la glace d'eau. Alors c'était une image de la mission Phoenix qui s'est posée. Alors c'était dans la décennie 2000, vers la fin de la décennie 2000, je ne sais plus l'année exactement. Et alors c'était une sonde qui s'était posée justement dans la région polaire nord, vers 70 degrés nord. Donc c'est pas exactement là où se trouve Persévérance. Mais voilà, donc si on se pose suffisamment à haute latitude, on va trouver effectivement des régions où la glace est vraiment juste à quelques centimètres sous la surface du sol. Et en fait, c'était des choses qu'on suspectait à partir des observations des satellites autour de Mars. Et c'est la mission Phoenix qui a permis vraiment de le confirmer, vraiment avec juste une petite pelle qui a gratté quelques centimètres, on a pu trouver la glace sous la surface.
Et on a une idée des quantités qui sont sous le sol? On a une idée des quantités. Alors au total, c'est des quantités qui sont quand même assez importantes. Alors j'ai envie de dire, il y a une autre réserve d'eau qui est encore plus visible. En fait, c'est la calotte polaire de Mars, qu'on voyait un petit peu sur la carte que j'ai montrée au tout début. On voyait tout en haut de l'image, on voyait une grande zone blanche. C'était la calotte polaire de Mars. Et la calotte polaire nord est une calotte de glace d'eau. Donc là, on voit très bien, on peut déterminer le volume de cette calotte de glace. Euh, donc on peut estimer les quantités. La difficulté, évidemment, pour des astronautes, ce serait de le récupérer et puis de le faire fondre, etc. Mais en tout cas, en termes de réserve d'eau, il y a des belles réserves. Alors du coup, ça nous amène à des questions de température. Il fait quelle température? Est-ce que cette calotte fond? Enfin, qu'est-ce qu'il y a un cycle, hein? Il y a un cycle justement de l'eau? Ouais, alors au niveau des températures, évidemment, c'est comme sur Terre, ça dépend où on est, à quel moment de la journée, et cetera. Sur des régions, dans des régions équatoriales, de manière assez surprenante, en fait, dans la journée, il peut faire relativement chaud. On va dire que la température peut passer au-dessus de 0°. Et même, on va dire qu'au milieu de la journée, si on mesure la température sur un rocher qui est exposé au soleil, on peut monter à 15-20°. Mais le problème, c'est que c'est vraiment, il y a des grosses variations. C'est-à-dire que comme l'atmosphère n'est pas très dense, eh bien, la nuit, ça retombe très très vite. Et donc, il peut faire moins 60, moins 70 la nuit. Donc déjà, c'est moins agréable. Et, euh, et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a la température, en fait, change très très vite, en fait, dès lors qu'on est... En fait, si on la mesure au niveau du sol, on peut avoir une certaine température, et dès qu'on remonte, en fait, la température baisse très très vite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, pour donner un exemple concret, si on reprend une journée ensoleillée au niveau de l'équateur, vous pouvez avoir vos pieds qui sont au-dessus de 0°, et votre tête qui est en dessous de 0°. Parce que ce qu'on appelle le gradient thermique est beaucoup plus fort en fait que sur Terre, en raison, encore une fois, de l'atmosphère peu dense. Alors, au niveau des calottes, il y a effectivement un cycle, il y a des saisons sur Mars, hein, qui sont similaires à celles de la Terre, sauf qu'elles sont à peu près 2 fois plus longues. Et effectivement, en hiver, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grandes régions tout autour du pôle où on a du givre qui se dépose. Alors c'est un givre un peu particulier parce que c'est un givre qui est constitué de glace carbonique. Donc c'est du dioxyde de carbone, du CO2, qui se condense à la surface. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas sur Terre, parce que sur Terre, la température ne descend pas suffisamment bas pour que le CO2 se Hmm. condense. Donc en fait, on D'accord. voit un petit peu la pression atmosphérique qui varie au cours de l'année de manière assez significative, parce qu'il y a un composant majeur de l'atmosphère, qui est le CO2, qui se condense et qui retourne dans l'atmosphère de manière régulière. Donc dans les Et, courbes de pression, on voit voilà, des variations saisonnières assez importantes. et du coup, il peut y avoir une météo avec des tempêtes de sable. Oui, il y a une météo aussi, tout à fait. Alors, il y a une météo déjà, on le voit assez rarement sur les images des robots, mais il y a des nuages, hein, il peut y avoir des nuages. Alors, c'est pas des cumulonimbus, mais il peut y avoir des nuages de haute altitude, etc. Et puis, effectivement, les phénomènes météorologiques les plus spectaculaires, ce sont des tempêtes. Alors, ce sont des tempêtes de poussière. Alors, il faut se méfier un petit peu parce que parfois dans les films, on voit des tempêtes de sable. Alors, la différence entre le sable et la poussière, c'est que la poussière, c'est des grains beaucoup plus fins, beaucoup plus petits que le sable. C'est déjà pas gros, un grain de sable, hein, mais la poussière, c'est encore plus petit. Et alors, du coup, on a comme ça des tempêtes de poussière qui se développent et qui peuvent assombrir la surface de Mars. Donc, par exemple, si vous avez un robot qui fonctionne avec des panneaux solaires, ça peut être embêtant. C'est arrivé sur des missions précédentes où des robots ont arrêté de fonctionner parce que la lumière du soleil était cachée par les poussières.
Alors, on va parler maintenant du robot Persévérance. C'est quoi sa taille? Parce qu'on a vu des photos, mais on ne se rend pas bien compte. C'est quoi le volume? C'est en termes de taille, c'est à peu près la taille d'une petite voiture, donc je sais pas si je sais pas. Là, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, ouais, c'est quand même assez gros. Et en termes de masse, ça fait à peu près, on s'approche quasiment de la tonne. Oui, C'est d'accord. ouais, entre 900 kilos et une tonne. Donc c'est quand même un Il, gros il- véhicule. C'est quand même un gros ouais. véhicule. Et il est motorisé par quoi? C'est l'électricité, donc il a des. Alors c'est un véhicule électrique, tout à fait, alors qui fonctionne avec donc comme tout véhicule électrique, il y a une batterie, mais cette batterie, évidemment, on peut pas la brancher sur le secteur, hein, il y a pas de il y a pas de réseau électrique sur Mars. Donc en fait, on voit sur l'image derrière moi, si j'arrive à pointer, en fait, l'arrière ici du rover, ce que vous avez ici, c'est un générateur électrique, euh, on dit à radionucléide. Donc en fait, ça se base sur la radioactivité du plutonium pour générer de l'électricité. Et donc ça, c'est une source d'électricité très fiable, très fiable dans le temps. Et c'est ça qui sert à recharger la batterie qui elle-même alimente les moteurs électriques des roues. Du coup, il n'a pas de panneau solaire et il est moins Celui-là, enclin. ouais, celui-là n'a pas de panneau solaire, effectivement, il n'en a pas besoin. Mais il y a eu d'autres missions dans le passé qui utilisaient des panneaux solaires. En fait, ça dépend un petit peu de la taille du robot. Les petits robots, on peut assez facilement les alimenter par des panneaux solaires. Les gros véhicules comme Curiosity ou Perseverance, c'est plus compliqué. Donc là, on utilise cette technique du générateur à radionucléide. Et on a une idée de sa durée de vie Alors, la durée de vie de du robot? Persévérance, ouais, Ouais. alors c'est on n'a pas de chiffre exact, c'est-à-dire qu'il n'a pas de date de péremption, il n'y a pas d'obsolescence programmée sur Mars, Ouais, si ouais. j'ose dire. Donc après, on a le, comment dire, on a le retour d'expérience de Curiosity. Donc Curiosity, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un petit peu le grand frère de Persévérance. En fait, il est assez similaire en termes d'apparence, en tout cas extérieure. Donc il est conçu à peu près de la même manière. Et Curiosity s'est posé sur Mars en 2012. Donc vous voyez, ça fait déjà 12 ans qu'il fonctionne sur Mars. Et il fonctionne encore vraiment très très bien. Donc voilà, ça nous donne une idée de la durée de vie. Alors est-ce que ça va encore durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Ça on ne sait pas, mais c'est de cet ordre-là. Et combien de personnes travaillent justement de l'équipe enfin, comment il est entouré ce robot toute l'équipe est au JPL ou il y en a d'autres ailleurs? C'est international, j'imagine aussi? Ouais, c'est assez international. Alors, la mission est coordonnée depuis le Jet Propulsion Laboratory, donc ce laboratoire de la NASA qui est situé près de Los Angeles. Donc, le gros de l'équipe est là-bas, mais après, on a vraiment une équipe internationale, notamment au niveau des instruments scientifiques. Donc, les instruments, en fait, ont été conçus et fabriqués dans différents pays. Donc, nous, notamment à Lyon et ailleurs en France, on est impliqué sur Persévérance via l'instrument Supercam dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un instrument qui est une collaboration en fait entre le CNES, donc l'agence spatiale française, et le Los Alamos National Laboratory, donc qui est un laboratoire situé au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Donc on a une équipe assez internationale et en termes de nombre de personnes, au niveau de l'équipe scientifique déjà, c'est déjà plusieurs centaines de personnes. Donc au total, avec les ingénieurs et toutes les personnes qui se sont succédées, je pense qu'on ne doit pas être loin du millier de personnes qui sont impliquées sur cette mission. Alors c'est pas Oui, tous oui, les il est jours qu'il y a bien. 1000 personnes, hein, mais D'accord. Mais il est quand même bien entouré, hein. Il n'est pas ouais, tout ouais. seul. Ouais, ouais, il n'est pas tout seul et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas le commander comme une voiture télécommandée parce Oui, il y a plus qu'une personne aux manettes, donc il faut d'accord. se mettre d'accord avant d'envoyer les instructions. Ok. Alors, on a bien compris hein, que il y avait donc de l'eau sur Mars et en particulier sur ce cratère. Est-ce que on a pu du coup découvrir d'autres traces d'êtres biologiques, Alors bah, comme des bactéries ou autre chose? Ouais. voilà, bah, c'est la grande question. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même sur Terre, trouver des traces de vie dans des roches aussi anciennes, qui ont presque 4 milliards d'années, c'est très difficile.
Parce que à ces âges reculés, on ne parle pas du tout de formes de vie complexes, on ne parle pas de formes multicellulaires, etc. Donc on parle vraiment de formes de vie très très simples. Même des bactéries, c'est déjà presque complexe, on va dire. Et, euh, donc même sur Terre, quand on prélève des roches qui ont cet âge-là, c'est pas toujours facile de distinguer qu'est-ce qui a été fait par la biologie et qu'est-ce qui a été fait par des processus purement géologiques. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment rapporter des échantillons sur Terre, parce qu'on a besoin de microscopes très puissants, etc., pour essayer de déterminer s'il y a des traces de biologie sur Mars. Donc, en fait, des robots comme Curiosity et Perseverance n'essayent pas directement de chercher des traces de vie. En fait, ce qu'on cherche, c'est à savoir si les conditions ont pu être propices, ont pu être favorables au développement de la vie. Et à partir de là, si c'est le cas, eh ben, on prélève une roche et on espère qu'on pourra l'analyser sur Terre pour déterminer si oui ou non il y a eu des traces de vie dedans. Lorsque vous avez choisi ce cratère, vous aviez prévu, enfin, on envisageait au moins la possibilité que ce soit justement un cratère qui a accueilli de l'eau à un moment donné? Oui, alors quand on choisit un site d'atterrissage pour une mission comme ça, hein, c'est un processus qui est très minutieux, j'ai envie de dire, parce que évidemment le succès de la mission repose en grande partie sur le choix du site d'atterrissage, hein. On ne se pose pas au hasard sur Mars. Euh, et donc c'est un processus, j'aime bien dire, moi c'est un peu comme une Coupe du Monde en fait, parce qu'on a au départ une liste de sites potentiels très grande, et puis au fur et à mesure on élimine, puis à la fin on a 4 demi-finalistes, et puis on choisit le site final. Et en fait, bah, c'est un processus vraiment scientifique, hein, donc chacun vient avec ses arguments, etc. Et donc, bah, les arguments pour ce cratère G0, c'est ceux que j'ai mentionnés brièvement tout à l'heure, hein, c'est déjà son âge, et puis effectivement le fait qu'on voyait depuis les images satellitaires qu'on avait, ces indications qu'il y avait effectivement de l'eau qui s'était écoulée à l'intérieur du cratère et qui avait occupé le cratère pendant un moment. Et ça, c'est des choses qu'on a vraiment confirmées avec les observations de Persévérance, hein, on ne s'était pas trompé, il y avait il y a bien eu un lac à l'intérieur de ce cratère, et c'était un argument majeur pour se rendre là. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions, Hermina, mais on va les recueillir et puis on essaiera d'y répondre a posteriori. On publiera la liste des questions. Je pense que des réponses très simples qui peuvent être apportées, mais on va quand même en prendre encore quelques-unes. Est-ce que, alors, Olympus Mons est entré en éruption? C'était un cratère volcanique? Alors, effectivement, c'est une des exceptions, en fait. C'est vrai que les cratères, la plupart des cratères sur Mars sont des cratères d'impact, mais effectivement, il y a un certain nombre de cratères volcaniques. Olympus Mons, c'est le plus grand volcan. Alors, on l'a jamais observé en éruption, on va dire de mémoire d'homme, hein. Il est jamais entré en éruption, mais on sait que quand on regarde justement le cratère qui est à son sommet, on sait qu'il a dû être en éruption dans un passé relativement récent. Alors quand je dis relativement récent, c'est peut-être quelques centaines de millions d'années. Donc évidemment, à l'échelle d'une vie humaine, ça paraît loin, mais à l'échelle, par exemple, des 3,8 milliards d'années que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est assez récent. Bon, une question qui revient à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut concevoir l'apparition de la vie sur Mars à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, sur Mars, Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est dans les époques qui viennent. Pas dans le passé, mais est-ce qu'on peut imaginer que la vie puisse apparaître sur Mars? alors, bah, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi la vie est capable. On a beaucoup d'exemples sur Terre parce que la vie a pu évoluer pendant des milliards d'années sur Terre, mais on ne sait pas exactement les conditions dont elle a besoin pour apparaître. Donc c'est pas facile d'y répondre. Après, je dirais que les chances pour qu'elle apparaisse aujourd'hui sur Mars sont assez minces quand même, parce que un des ingrédients dont on pense qu'il est quasi indispensable à l'apparition de la vie, c'est la présence d'eau liquide, justement. Et aujourd'hui, Mars est trop froide, en fait,
pour accueillir le liquide. Alors ça peut, il y a beaucoup de débats scientifiques pour savoir s'il n'y a pas des moments dans l'année, à certains endroits précis de Mars, où on a un petit peu d'eau liquide pendant quelques heures, mais de toute façon, même si c'est le cas, c'est de manière extrêmement intermittente. Or, la vie a aussi besoin de stabilité dans un environnement stable. Donc je dirais que les chances pour que la vie apparaisse aujourd'hui sur Mars sont assez minces. Par contre, effectivement, dans le passé, les conditions étaient probablement plus propices. Alors, comme le temps passe, on va terminer avec 2 questions très rapides. Ouais. La durée d'une journée martienne et d'une année martienne. Ouais, très bonne question, c'est vrai que je l'ai pas dit. Alors la journée martienne est finalement assez proche de la journée terrestre. C'est un petit peu plus que 24 heures, c'est 24 heures et 40 minutes environ. Donc c'est assez pratique parce que ça nous permet de suivre à peu près le même rythme que Persévérance. Et la durée de l'année martienne, là par contre, c'est presque 2 fois plus long qu'une année terrestre. Donc les saisons sont également 2 fois plus longues, etc. Eh bien, merci beaucoup, Erwin, pour cette heure passée ensemble. Beaucoup de questions et on a appris beaucoup de choses avec toi. Du coup, on va rejoindre Muriel. On te souhaite une excellente journée donc martienne. Hein. Merci beaucoup et merci pour l'attention des élèves et puis pour toutes les super questions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.